Bonjour à tous, vous me connaissez, j'adore les métaux précieux. Mais est-ce qu'on peut en acheter autant qu'on veut, sans aucune limite? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et à la fin de la vidéo, je vous dirai exactement ce que je fais pour moi. Et on commence tout de suite par la stratégie la plus simple, le no limit. Ça me paraît adapté dans un seul cas, si les métaux précieux sont le moteur unique de votre épargne, si vous n'arrivez à économiser que comme ça. Alors bien entendu, c'est mieux que rien. Si, lorsque l'argent est sur votre compte en banque, il est toujours inexplicablement dépensé, alors les métaux précieux sont un bon moyen pour réussir à épargner de la valeur. Cependant, il y a deux dangers principaux à mon sens. Si vous gardez tout chez vous, vous risquez de vous les faire voler. Vous pourriez peut-être penser à en faire garder une partie dans une banque par exemple. C'est pas idéal car vous retombez dans le système bancaire, mais d'un autre côté, le risque de cambriolage est quand même très réduit. Deuxièmement, c'est un loisir assez addictif. Et il ne faudrait pas dépenser plus que vous ne pouvez vous le permettre. Je m'explique. Les métaux précieux sont une protection contre l'inflation, une réserve de valeur, mais pour le long terme. À court terme, les fluctuations des prix et les frais liés à l'achat et à la vente de métaux précieux physiques peuvent entraîner des moins-values importantes. Il faut donc veiller à ne dépenser que l'argent dont on n'aura pas besoin avant très longtemps. Première limite qu'on pourrait s'imposer, une somme fixe à ne pas dépasser, un objectif en poids par exemple. Je ne suis pas fan de cette stratégie, elle est trop arbitraire je trouve. Si je me dis, allez, 2000 € et pas plus, ça pourrait correspondre à mes besoins à un instant T, mais si mon patrimoine évolue au fil du temps, cette somme pourrait devenir trop faible ou au contraire trop importante. Et en ce qui concerne les objectifs en poids, par exemple 100 onces et j'arrête, là j'y crois pas une seule seconde. Si vous êtes un petit peu comme moi, dès que vous atteignez un objectif comme ça, votre seule envie sera de le multiplier par 2 et de recommencer. J'avais dit 50 onces au début, et finalement, j'ai un petit peu dépassé. À ma prochaine commande, je devrais dépasser les 1000 onces. On pourrait également se donner une limite en euros par mois ou par trimestre ou par année. Pas toujours évident à respecter, mais si vous avez la discipline, c'est la meilleure façon de lisser ses achats. En dépensant un montant fixe et à condition que ce montant soit cohérent avec vos moyens, on achète peu quand ça coûte cher et on achète plus quand ça coûte moins. C'est la solution pour faire grandir son stock de métaux précieux au fil du temps. Pour les curieux, cette stratégie porte un nom, le DCA, ou Dollar Cost Averaging. En faisant ça, on élimine la volatilité à court terme grâce à plusieurs achats à intervalles réguliers. J'essaye d'incorporer cette technique dans mes investissements, mais pour les métaux précieux, c'est moins évident que pour les crypto-monnaies. C'est peu fractionnable et il y a des frais de port. Mais en faisant ça, on élimine le travail nécessaire pour essayer de timer le marché et le risque de rentrer en un seul coup sur un point haut. Juste avant de passer à la stratégie que j'utilise moi, je fais une pause d'1 seconde pour vous laisser le temps de vous abonner. C'est bon, c'est fait? Allez, on continue. Alors comment est-ce que je fais à titre personnel pour gérer tout ça? Et ce n'est pas un conseil en investissement bien entendu. Je respecte un pourcentage du portefeuille financier alloué aux métaux précieux. Le portefeuille financier, c'est tout ce qui n'est pas de l'immobilier et auquel on retire l'argent dont on pourrait avoir besoin, un matelas de sécurité. Pour concrétiser tout ça, je préfère vous donner un exemple. Disons que vous avez une résidence principale qui vaut 150 000 € et sur laquelle il reste 100 000 € de crédit. Un bien locatif à 100 000 € sur lequel il reste 80 000 de crédit. Des actions pour 2 000 €. L'assurance vie pour 5 000 € et des liquidités pour 30 000 €. Dans votre portefeuille financier, on ne comptera pas la valeur nette de la résidence principale, on ne comptera pas non plus la valeur nette du bien locatif, on va compter 2 000 € d'actions, on va compter les 5 000 €, pas 50, 5 000 d'assurance vie, et dans les liquidités, 30 000 €, on va dire que vous voulez vous garder 6 mois de dépenses. Si votre famille a besoin de 2 000 € par mois par exemple, ça fait 12 000 € à mettre de côté, auquel il faut rajouter la possibilité de faire face à un impayé de loyer par exemple sur votre bien locatif. Si vous voulez être vraiment tranquille, vous prenez 2 ans de mensualité du crédit. Admettons que ça représente encore 10 000 €. Donc sur les 30 000 €, on se rend compte qu'il y a 22 000 qui doivent servir de matelas de sécurité. Et bien il reste 8 000 € qui sont inclus dans ce qu'on appelle le portefeuille financier.
Maintenant, on va définir quel pourcentage de ce portefeuille on va allouer aux métaux précieux. Ça, typiquement, ça va varier entre 5 et 20% du portefeuille, en fonction de votre situation et de votre état d'esprit. Plus on a confiance dans la rémunération de l'épargne, dans la santé de l'euro, moins on a besoin de métaux précieux. Et dans ce cas-là, on se limitera sûrement à 5%. A l'inverse, si on est convaincu que l'euro finira par ne plus rien valoir, on va augmenter ce pourcentage. 10, 15, peut-être 20%. Là, c'est à vous de voir. Je ne suis pas conseiller financier, vous commencez à le savoir, mais je le rappelle quand même. À titre personnel, j'essaie de me maintenir entre 18 et 20%. Le but, c'est de maintenir un équilibre. On ne veut pas se retrouver surexposé ou sous-exposé à l'or, à l'argent métal ou aux deux. Bien sûr, cela ne reste qu'un outil indicatif. Si le cours de l'or, par exemple, monte brusquement, je vais passer au-dessus de ma limite de 20% mécaniquement, mais je ne vais pas me mettre à tout vendre immédiatement. Pareil, si le cours de l'argent venait à descendre et que je me retrouve à 17,5% au lieu de 18%, je ne vais pas acheter n'importe quoi pour remonter immédiatement. Il faut accepter un peu d'inertie parce qu'on manipule du physique, pas du papier, et qu'il y a des frais. En revanche, si je décide de faire un investissement immobilier et d'utiliser une partie de mes liquidités comme apport, la proportion de métaux précieux dans mon portefeuille pourrait bondir jusqu'à 30 ou 40% d'un seul coup. Là, je vais commencer par arrêter d'acheter pendant un temps, et si le cours n'est pas trop bas, je vendrai un petit peu pour revenir à l'exposition que je recherche aux métaux précieux. Il s'agit juste de ne pas avoir trop d'œufs dans le même panier pendant trop longtemps. Si ma vidéo vous a donné envie de vous lancer dans les métaux précieux, vous pouvez aller sur le site acheterorargent.fr. C'est ma boutique en ligne préférée. Je fais tous mes achats de métaux précieux chez eux pour une raison très simple. Je n'ai encore jamais trouvé moins cher. En plus de ça, leurs colis sont toujours très bien emballés. J'ai jamais réussi à ouvrir un de leurs cartons en moins de 5 minutes. Et vous, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous vous imposez une limite autre que la taille du coffre-fort? Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!